Si je vous parle des années 1997, 2009 ou 2022, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces 3 années ont toutes quelque chose en commun, c'est que c'est l'année de sortie de 3 films qui sont top 4 au box-office mondial et qui ont été réalisés par la même personne, James Cameron. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de James Cameron, un réalisateur que j'apprécie particulièrement. J'ai essayé de vous trouver des petites histoires à son sujet que l'on ne connaît pas forcément. Vous me direz à la fin ce que vous en pensez en commentaire. Je voudrais brièvement rappeler qui est James Cameron avant qu'on commence. C'est tout d'abord 3 films dans le top 4 du box-office mondial, une étoile au Walk of Fame d'Hollywood et 3 Oscars reçus lui personnellement pour son travail. Ces films en ont bien évidemment reçu d'autres, notamment Titanic qui en a reçu 11 à lui tout seul. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on démarre tout de suite. Dans ce chapitre, on va parler de James Cameron et de ses amours, mais on va aussi revoir ses débuts dans le monde du cinéma. Est-ce que vous connaissez le tout premier film de James Cameron, Xenogenesis? Un film qu'il réalise et qui sort en 1978. Brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est un homme et une femme qui partent dans l'espace pour trouver un nouvel endroit pour commencer un nouveau cycle de la vie de l'être humain, et ils vont tomber sur un robot qui vont leur mener la vie dure. C'est son tout premier film, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il décide qu'il va en faire sa vie. Parce qu'avant ça, il était mécano et routier, il avait enchaîné les petits jobs en fait. Ce film est très intéressant parce qu'il nous montre déjà l'univers de James Cameron. On comprend tout de suite qu'il va beaucoup s'intéresser à l'espace et à l'innovation. Une personne va jouer un rôle majeur dans le début de sa carrière, c'est Roger Corman. Roger Corman, c'est un cinéaste qui a réalisé plus d'une 50aine de films et produit plus d'une 100aine. Et il a à ce moment-là une compagnie qui s'appelle The New World Picture, et il engage James Cameron dans sa compagnie. Grâce à ça, James il peut développer ses compétences de réalisateur, mais aussi découvrir de nouvelles casquettes, telles que directeur photo ou alors directeur artistique. Grâce à ça, James découvre un peu plus le monde du cinéma et intervient notamment sur plusieurs projets dont on parlera un peu plus tard. Celui qui est vraiment important et qui fut son premier grand succès, c'est Terminator. Je vous parle d'un succès tant sur le plan professionnel, puisqu'il aura coûté 6 millions et rapporté plus de 100 millions de dollars, mais aussi sur le plan personnel. C'est en effet à ce moment-là qu'il rencontre sa première femme, Gale Anne Hurd, qui n'est autre que la productrice de Terminator. C'est aussi à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'Arnold Schwarzenegger. Faut savoir que pour ce film, il a dû vendre les droits de Terminator à 1 euro symbolique, et c'est sa productrice qui les a rachetés, avec qui il s'est marié après comme on l'a dit, donc tout va bien, les droits sont revenus à la maison. Après ça, il décide d'écrire un script pour Rambo 2. Ce script va ensuite être retouché par Sylvester Stallone. À ce moment-là, il écrit aussi le film Alien, le retour. Ça va être sa toute première collaboration avec l'actrice Sigourney Weaver. S'il fait autant de projets à ce moment-là, c'est parce que malgré le succès de Terminator, James il roule pas sur l'or, bien au contraire. Pour ce qui est des amours, on peut dire que James c'est un amoureux de l'amour puisqu'il a eu 5 femmes dans sa vie. Et tout ne s'est pas toujours bien passé. Je pense notamment à Catherine Bigelow, qui est la réalisatrice de Point Break. Mais vous saurez que c'est également James Cameron qui a écrit Point Break. J'ai d'ailleurs sur mon compte Insta une petite anecdote à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Quand je vous dis que cette relation ne finit pas bien, c'est parce qu'en 2010, il y a 2 films qui se battent pour l'Oscar du meilleur film. Tout d'abord Avatar, avec James Cameron, et The Hurt Locker avec Catherine Bigelow. Petit spoiler, Avatar n'a pas d'Oscar du meilleur film en 2010. Voilà comment se font les débuts de James Cameron au cinéma. On peut constater qu'il a rapidement des grands succès, mais que pour autant, tout n'est pas facile, tant sur le plan professionnel que personnel avec ses amours. James Cameron est un passionné des océans et notamment des fonds marins. Il sort notamment en 1989 un film qui s'appelle The Abyss. Je vous fais le plot rapidement de l'histoire. C'est un sous-marin de la marine américaine qui disparaît dans les profondeurs, une équipe de recherche est envoyée et des péripéties s'enchaînent. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que James Cameron il est un peu fou. Parce que pour ce film, qui se fait sous l'eau, il a besoin d'eau pour tourner. Alors, pour faire ça, il cherche un endroit où faire un bassin. Et il trouve une centrale nucléaire abandonnée. Il se dit que ce serait super de construire le plus grand bassin artificiel de cinéma dans ce réacteur nucléaire. 30 mètres de profondeur, 65 mètres de diamètre et plus de 30 millions de litres d'eau. En 1995, James Cameron il fait ses premières expéditions sous-marines pour aller voir
le Titanic. Cette année-là, en 20 jours, il a fait une douzaine d'expéditions pour faire des photos du bateau. Mais pareil, pour ça, il a besoin de caméras pour pouvoir prendre des photos et des vidéos. Alors pour ça, il fait appel à son frère Mike, qui va lui concevoir des caméras spécialement faites pour prendre des photos et des vidéos sous l'eau. En 2001, il refait une expédition, cette fois-ci pour avoir des prises de vue 3D du bateau. Et donc, encore une fois, il fait appel à son bon vieux frère Mike pour faire des robots sous-marins qui vont lui permettre de faire ces prises de vue 3D. Notamment un qui s'appellera Snoop Dogg. Et cette fois-ci, l'objectif c'est de s'infiltrer dans le bateau pour pouvoir aller prendre en photo des éléments qu'on n'a plus vus depuis 1912. Et notamment ce grand escalier qu'on voit beaucoup dans le film. Voilà, ensuite on a eu pas mal d'autres expéditions. Et on a même une expédition en 2015 qui sera retranscrite en direct à la télé et James, lui, est sous l'eau à ce moment-là. Le 26 mars 2012 est un jour important pour James puisqu'il présente le Deep Sea Challenger. C'est un sous-marin vertical qui lui a permis de descendre dans la fosse Marianne à plus de 10 908 mètres. C'est un record absolu en solitaire. Personne n'est jamais descendu aussi bas dans l'océan, je précise encore une fois, toute seule. Avec un autre de ses frères, John, il va créer une boîte de prod, Earthship Production, où l'objectif est de réaliser des documentaires. Je vous mets en description le Letterboxd, vous trouverez peut-être des documentaires qui vous intéresseront. James est tellement passionné par les océans qu'il a en réalité une collection de sous-marins qu'il va prêter à des musées, et en 2013, il va même offrir le Deep Sea Challenger à l'Institut océanographique Woods Hole. Il va aussi être médaillé du club des explorateurs et il faut savoir qu'il a fait beaucoup d'expéditions et nettement plus que certains scientifiques ou explorateurs dont c'est le métier d'explorer les fonds marins. Voilà pour ce qui est un peu de la passion cachée, pas tant que ça cachée de James Cameron, mais je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Comme vous le savez, James Cameron dans sa filmographie, il a deux bébés surtout qui sont très importants à ses yeux. Et grâce à qui, il devient quand même un gros réalisateur. Le premier dont on va parler, c'est effectivement Titanic, puisque dans ces années-là, en 1990, il commence déjà un peu à se faire connaître, il commence du coup à prendre des gros pourcentages sur ses films, et il a la possibilité de réaliser son film Titanic. Son plus gros projet à ce moment-là. Vous vous doutez bien que pour que 3 de ses films soient dans le top 4 du box-office mondial, ça doit être une personne qui se donne corps et âme dans ses projets. Et c'est effectivement le cas et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Quand je vous dis qu'il se donne corps et âme dans ses projets, je ne rigole absolument pas. Parce que par exemple pour le Titanic, on a retrouvé un petit papier avec écrit Only if film sucks. C'était scotché à une lame de rasoir sous une table de montage. La durée de tournage prévue pour The Abyss était de 6 mois à raison de 10 heures par jour. Pour Avatar, James Cameron va attendre que les technologies s'améliorent pour pouvoir produire son film. James Cameron a commencé à écrire Avatar en 1990 et le film ne sort qu'en 2009. Et c'est lorsque James Cameron voit le film Le Seigneur des Anneaux avec Gollum qu'il se dit que son projet peut peut-être enfin voir le jour. Il va donc reprendre la technologie utilisée pour faire Gollum, l'améliorer encore une fois et s'en servir. Parce que lui, son objectif, c'était vraiment de retranscrire au mieux les émotions des personnages. Vous saurez d'ailleurs que pour la suite du Seigneur des Anneaux, The Hobbit, c'est la technologie de James Cameron qui est réutilisée pour faire Gollum. Comme ça, la boucle est bouclée. Comme on vient de le mentionner, James Cameron, il veut toujours plus de réalisme, d'émotion dans ses films. Et du coup, il est connu pour être très dur et très extrême dans les solutions qu'il emprunte, notamment au début de sa carrière. C'est pour ça que dans Titanic, lorsque Rose va chercher Jack dans le bateau qui coule, ouais, il y a du spoil, mais en même temps le film est sorti il y a plus de 30 ans, donc l'anti-spoil est périmé là. Au moment où Rose rentre dans l'eau pour aller chercher Jack, et elle pousse un petit cri. Sachez que ce petit cri était un vrai cri. L'eau était vraiment froide. Mais après, des anecdotes comme ça, il y en a plein, notamment pour Titanic. Dans la scène finale où tout le monde est dans l'eau, Cameron trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde, que c'était pas assez le bordel, alors du coup il avait poussé les figurants qui étaient au bord du bassin pour que ça fasse plus de gens. Kate Winslet a notamment chopé une pneumonie sur le tournage et elle a voulu quitter le plateau et c'est Cameron qui l'a convaincu de rester. La durée du film, c'est pile poil le temps qu'il a fallu au Titanic pour couler
dans la vraie vie. Je vous épargne aussi le fait qu'il a claqué tout son salaire pour ce film et qu'il s'est mis sur la paille, et que plusieurs boîtes de production ont aussi fait faillite à cause du Titanic, parce qu'il coûtait beaucoup trop cher. Voilà, toutes ces anecdotes sont des anecdotes assez connues, mais elles montrent à quel point chaque film est un combat pour James Cameron et il est important. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsque James Cameron n'a pas ce qu'il veut sur un tournage? Tout ça montre que pour James Cameron, tous ses films sont un combat. Il cherche un résultat précis et il en devient presque tyrannique pour l'obtenir. Mais visiblement, ça fonctionne bien parce que quasiment tous ses films sont un gros succès. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque James Cameron n'a pas ce qu'il veut? Eh bien, le résultat, c'est Piranha 2. Vous connaissez pas? C'est normal. C'est un film qui est renié de sa filmographie. En gros, lorsqu'il bosse dans la compagnie de Roger Corman, il est mandaté pour réaliser un film, Piranha 2. Sauf que pour ce film, eh bien, il n'a pas du tout la même vision que le producteur. Du coup, la relation entre les deux se dégrade énormément, à un tel point que les idées de Cameron pour le film ne sont plus retenues et qu'il va même perdre la direction artistique du projet. On est à ce moment-là au début des années 80 et Cameron, il a déjà son petit caractère et surtout il a déjà des idées bien précises de ce à quoi il veut que ses films ressemblent. Cette situation l'a tellement contrarié qu'une nuit, il va s'infiltrer dans la salle de montage du film pour faire des modifications lui-même. Malheureusement, ces modifications, elles seront pas regardées et le film sortira sans ces idées. C'est donc pour cette raison que vous ne connaissez pas Piranha 2 et c'est aussi pour cette raison que James Cameron le renie de sa filmographie. Il ne veut pas en entendre parler. Voilà ce qui se passe quand James Cameron n'a pas ce qu'il veut sur un film. On est presque sur des caprices d'enfants à plusieurs millions de dollars quand même. Bon, on le sait, les acteurs nous le disent souvent, mais le cinéma c'est un peu comme une famille. Ce qui veut dire quand même que James Cameron a lui une très grande famille, parce qu'il a eu l'occasion au cours de sa longue carrière de travailler avec beaucoup d'acteurs. Mais alors, que pensent les acteurs de James Cameron? Qu'est-ce qu'ils ont pensé du fait de travailler avec lui, et notamment des tournages avec lui? Pour ça, j'ai fait une petite sélection d'acteurs qui ont bossé avec lui, je pense notamment à Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Arnold Schwarzenegger. Ces acteurs sont probablement les plus grands avec qui James Cameron a travaillé et on va revenir sur ce qu'ils pensent de lui. J'ai tout de même eu l'impression en faisant mes petites recherches que ce qui ressortait énormément de James Cameron, comme on a déjà pu le voir, c'est que c'était quelqu'un de très exigeant, qui avait un résultat précis en tête et qui voulait absolument obtenir ce résultat. Il ressort tout de même qu'en vieillissant, il a visiblement gagné en maturité et il est nettement plus bienveillant et compréhensif de ses acteurs. On va commencer avec les stars du Titanic et notamment Kate Winslet. Kate Winslet n'a pas du tout aimé travailler avec James Cameron sur le film Titanic puisqu'elle dira en interview qu'il faudrait qu'elle soit payée un montant astronomique pour recommencer à travailler avec lui. Et finalement, ils rebossent ensemble sur Avatar 2. Alors, est-ce que de l'eau a coulé sous les ponts? Est-ce qu'elle a eu un très gros chèque? On ne saura probablement jamais. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle reconnaît désormais le talent de James Cameron. Pour ce qui est de Leonardo DiCaprio, bien lui, il avouera en interview n'avoir jamais vu Titanic. Il porte donc un certain désintérêt pour le travail de Cameron, qui pourrait aussi sous-entendre un certain désintérêt pour le personnage au complet. Après, ce ne sont que mes suppositions, puisqu'il n'a rien dit de particulier sur James Cameron. Pour ce qui est des acteurs avec qui il a longtemps bossé, on peut notamment penser à Arnold Schwarzenegger, qui lui, eh bien, a adoré travailler avec James Cameron. Il a adoré le fait que James soit encore plus fou que lui, et surtout qu'il ait toujours été là pour lui, même lorsque sa carrière d'acteur était au plus bas. James est un grand fan de Marvel, il avait voulu réaliser un film Spider-Man avec un méchant incarné par Arnold Schwarzenegger. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour. Sigourney Weaver avouera que travailler avec James Cameron n'est pas de tout repos, que c'est souvent très dur et très exigeant, mais que, pour autant, elle adore ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont autant collaboré au cours de leur carrière respective. Je pense notamment à Alien le Retour et la saga Avatar. Elle précise qu'effectivement, il en demande beaucoup à ses acteurs, mais le tout dans la bienveillance et le respect. Maintenant, on va passer à la saga Avatar, et notamment aux acteurs Sam Worthington et Zoe Saldana. Les deux seront éternellement reconnaissants vis-à-vis de James Cameron, car il leur a assuré une sécurité financière, mais aussi une sécurité dans le métier. Ils savent que maintenant ils sont installés et qu'ils pourront jouer dans plusieurs films. Les deux acteurs principaux de la saga Avatar, ainsi que les acteurs des enfants,
ont précisé qu'en fait ils aiment bien travailler avec James Cameron parce que justement dans cette recherche d'émotion, de réalisme, ils poussent leur jeu toujours plus loin, ce qui leur permet de s'améliorer et d'être plus précis. Sam Worthington dira en interview qu'il trouve que James Cameron est un réalisateur visionnaire. Ça, on peut avouer que c'est un peu un tapine quand on voit tous les films qu'il a fait avant Avatar déjà. Globalement, tous les acteurs avec qui James a travaillé sont unanimes pour dire qu'il est une personne passionnée, perfectionniste, mais aussi fascinante dans la manière qu'il a de travailler. Visiblement, il trouve des techniques qui ne sont pas celles employées sur d'autres plateaux de tournage. La transcendance, c'est l'existence des fins du sujet en dehors du sujet lui-même. Le caractère d'une cause qui agit sur quelque chose de différent d'elle-même qui lui est supérieur. C'est la définition donnée par le Larousse de la transcendance. Ici, on va faire nettement plus simple. Le sujet, c'est James Cameron et ses films, et les fins, eh bien, ce sont les objectifs de ces films. Comme vous l'avez constaté, les fins sont donc toujours supérieures à James Cameron, puisqu'il défend toujours des idées, des valeurs qui lui sont propres et surtout supérieures à lui-même. On peut par exemple prendre le fait qu'il innove constamment pour tous ses films dans l'objectif d'améliorer les technologies de son temps. On peut aussi prendre le fait qu'il prône toujours des valeurs qui lui sont propres. Il défend l'écologie, la diversité chez les personnes, la compréhension de son prochain. Tout ça sont des valeurs qui lui sont supérieures et que l'on retrouve dans ses films. Et c'est finalement, à mon sens, le but de l'art, que les œuvres transcendent leur créateur. Et James Cameron, évidemment, ne déroge pas à cette règle. Maintenant qu'on vient de voir tout ça, vous vous dites que la vidéo elle est un peu bizarre quand même. Le chapitrage, il est bizarre. Il n'est pas forcément très fluide. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les chapitrages que je vous ai donnés. Le chapitre 1, c'était tomber amoureux et découvrir l'inconnu. Le chapitre 2, c'était raviver la flamme. Le 3, être parent est un sport de combat. Le 4, une famille recomposée. Et le 5e chapitre, celui dans lequel nous sommes actuellement, c'est la transcendance. Pour comprendre ce chapitrage, on va reprendre les films majeurs de la filmographie de James Cameron, Avatar, Titanic et Alien. Parce qu'en fait, le point commun entre ma vidéo et ces 3 films, c'est qu'ils sont construits sur le même chapitrage. Ce sont les 5 grands axes que James Cameron aborde dans quasiment tous ses films, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si on prend par exemple le premier chapitre, tomber amoureux et découvrir l'inconnu, pour ça, on va se projeter dans Avatar. Jake Sully, quand il arrive dans son corps d'Avatar pour la première fois, rencontre Neytiri. À ce moment-là, il tombe amoureux de Neytiri, et en même temps, il découvre Pandora. Il tombe amoureux et il découvre l'inconnu. Le chapitre 2 de la construction de l'histoire de James Cameron, c'est raviver la flamme. Pour ça, cette fois-ci, on va aller dans Titanic. Vous remarquerez que dans quasiment tous ces films, il y a une histoire d'amour qui se crée, qui s'effrite un peu et qui renaît. Et on voit ce moment-là dans Titanic, lorsque Jack et Rose se rencontrent, l'amour grandit, puis une révélation est faite, leur amour se détériore, et au moment où le bateau coule, Rose se rend compte qu'en fait, non, elle est amoureuse de Jack et va le sauver, et à ce moment-là, la flamme renaît. Pour le 3e chapitre, qui était être parent est un sport de combat, on va aller cette fois-ci dans Alien. Le personnage de Sigourney Weaver a perdu sa fille, et elle va donc projeter cette image de sa fille sur le personnage Newt en la protégeant comme si c'était la sienne. On voit aussi cette idée-là dans le film Avatar où Neytiri et Jake Sully protègent leurs enfants corps et âme en se battant contre les humains. Pour le chapitre 4, une famille recomposée, on le voit très bien dans Avatar, puisque Jake Sully et Neytiri vont avoir leurs propres enfants. Ils vont aussi adopter la fille du personnage de Sigourney Weaver, et ils vont aussi inclure Spider dans leur famille. Une famille recomposée, tout ce qu'il y a de plus recomposé finalement. Le 5e pilier par lequel va passer James Cameron pour construire une histoire, c'est la transcendance, le chapitre dans lequel nous sommes actuellement. Pour ça, on va encore une fois retourner sur Avatar. Je suis désolé, c'est la saga que je connais le mieux parce que c'est celle que j'ai le plus vue des films de James Cameron. Mais James dans le film prône l'écologie et défend l'idée que l'on doit prendre soin de notre planète. Ce qui est encore une fois une cause plus grande que James en tant que tel. Voilà les 5 piliers par lesquels passe Cameron pour quasiment tous ses films. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont aussi des piliers de sa vie ? Pour certains, oui, puisqu'on a réussi à les assimiler à des aspects de sa vie. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, et il l'a dit lui-même que ce serait
presque égoïste de dire que tous ces films sont inspirés de sa vie à lui. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'ai essayé de vous trouver quelques petites histoires qu'on ne connaissait pas ou moins sur James Cameron. J'espère que vous aurez découvert des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à repartager la vidéo autour de vous. Je vous remercie de votre attention et moi je vous dis à la prochaine.